Bonjour, bienvenue à ceux qui se connectent cet après-midi avec nous. On va laisser, comme d'habitude, quelques minutes, 1 ou 2 minutes maximum pour que les gens se connectent. Cet après-midi, pour votre information, on attend plus de 200 personnes. Et à titre de rappel, vous êtes connectés sur les webinaires à propos de l'aide financière, les gestions de liquidités et les occasions transactionnelles avec PwC. J'en profite pour vous rappeler aussi, pour ceux qui commencent à avoir l'habitude, mais vous savez qu'on finit tout le temps à l'heure, mais si jamais vous devez nous quitter un peu plus tôt et vous allez pouvoir écouter déjà au moins la partie que vous avez ratée en rediffusion sur notre site web ou bien sur notre chaîne YouTube. Bonjour à ceux qui viennent se connecter. On attend 1 minute encore avant de débuter les webinaires de cet après-midi avec PwC. Alors, bonjour à tous. Je vais laisser quelques secondes de plus et puis après, on commencera. Pour ceux qui ont raté le début, après, ils pourront l'écouter par la suite en rediffusion. On va démarrer les webinaires. Donc, bienvenue à ce webinaire d'experts organisé par la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. Cet événement fait partie d'une série de webinaires sur l'impact de la COVID sur les entreprises. Je me présente, Erandi Cortez, je suis directrice marchés internationaux et entrepreneuriat à la Chambre et j'animerai les webinaires de cet après-midi. Permettez-moi tout d'abord de remercier Hydro-Québec, présentateur de l'événement, qui rend ces webinaires possibles. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 3 professionnels qui nous viennent de PwC Canada. Christian Bourque est associé et leader pour les groupes Transactions pour le Québec de PwC. Il est aussi l'associé responsable de la pratique conseil financier et restructuration pour la province du Québec. Julien Lasson est l'associé responsable des sensitatifs du gouvernement au Canada. À ce titre, il aide les entreprises à tirer parti des programmes d'incitatifs du gouvernement, notamment les crédits d'impôt, les subventions et les autres programmes de financement. Et notre troisième expert, cet après-midi, Stéphanie Leblanc, est associée du groupe Transactions du Bureau de Montréal et leader innovation pour le Québec. Elle conseille les dirigeants d'entreprises dans l'élaboration et l'implantation de la stratégie financière nécessaire à la mise en œuvre de leur plan d'affaires. Ils viennent nous parler cet après-midi d'aide financière, gestion de liquidités et occasions transactionnelles. Ils feront près de 40 minutes de présentation à eux. Leurs présentations seront suivies d'une période de questions que j'animerai. Nous vous invitons vos questions par écrit à l'aide de la boîte Q&A située en bas de votre écran Zoom. La boîte de chat sert quant à elle à nous faire part de vos commentaires. Alors, juste faire attention quand vous envoyez vos questions de vous assurer que vous les faites sur la partie Q&A et non pas sur le chat. Les questions auxquelles nous n'aurons pas eu le temps de répondre aujourd'hui, c'est vous envoyer nos conférenciers qui feront leur possible pour vous répondre directement par écrit par la suite. Alors, sans plus tarder, j'essaie de la parole à nos conférenciers de cet après-midi. Merci beaucoup. Merci, Randy, et merci à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain de nous accueillir aujourd'hui. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien, que vous prenez le temps de trouver un certain équilibre, tant physique que mental, dans notre nouvelle normalité. Nous sommes heureux de vous entretenir aujourd'hui sur 3 volets stratégiques complémentaires pour vous permettre de vous diriger avec force vers une nouvelle normalité. Je vais commencer par mettre la table en vous parlant de planification de scénarios financiers et de gestion des liquidités. Puis, mon collègue Christian Bourque va poursuivre avec les opportunités à saisir en temps de crise au niveau des acquisitions et ventes d'entreprises. Et on terminera avec Julien Lasson qui dressera un portrait des différents incitatifs fiscaux dans le cadre de la relance économique. Alors, sans plus attendre, je vais débuter en passant à la prochaine diapo. Dans un contexte de crise, les entreprises touchées ont 2 choix. Et qu'elles soient touchées positivement ou négativement, soit elles s'adaptent ou soit elles se réinventent.
Alors, les entrepreneurs, à date, ont traversé 3 phases. De 1, ils ont mobilisé leurs troupes en mode réaction. De 2, ils ont stabilisé la situation et implanté un plan d'urgence dans lequel ils opèrent aujourd'hui. Et maintenant, les entrepreneurs doivent repenser leur stratégie en tenant compte d'une nouvelle normalité. La préoccupation principale des entrepreneurs que je rencontre en ce moment, c'est donc de se redéfinir dans un avenir incertain et dans une économie qui va demeurer incertaine. C'est la première fois de l'histoire qu'on met l'économie en pause manuellement. Ce faisant, on a affecté les opérations, on a affecté la productivité, on a affecté le cœur même des entreprises. Alors, quand on pèse sur clé, est-ce que tout va redémarrer comme avant? Probablement pas. C'est pour ça qu'on parle d'une normalité modifiée ou d'une nouvelle normalité. C'est dans ce contexte-là que les entreprises doivent redéfinir leur stratégie. On parle d'une revue fondamentale, 2 volets à considérer. De 1, en ce moment, renforcer la résilience financière et opérationnelle des entreprises pour passer et faire face à vraisemblablement une deuxième phase de la pandémie et traverser cette économie qui va demeurer incertaine quelques mois. Et se doter, en deuxième lieu, d'une vision du positionnement de l'entreprise dans une normalité modifiée dans la reprise économique. Une fois qu'on a un plan, une vision à moyen, long terme de 24-36 mois, on se demande comment on va financer l'implantation de ce plan-là. Est-ce que les fonds permettant de financer ce plan vont provenir des fonds autogénérés de l'entreprise ou encore des fonds externes? Si on peut passer à la prochaine diapositive. Alors, je mets à l'instant mes lunettes roses, imaginez-les, et je nous vois tous dans la relance de l'économie, dans une normalité modifiée. Comment chacun de nous allons contribuer à la reprise de l'économie. Fait que normalement, le département des finances va avoir en main un modèle de prévision financière qui va comprendre un scénario de base, c'est-à-dire un scénario en mode statu quo. Moi, je l'appelle le rez-de-chaussée, le premier étage. Ensuite de ça, on va vouloir ajouter un deuxième étage qui va être à plus haut niveau, puis qui va viser les impacts des changements liés à la pandémie, les nouveaux canaux de distribution, les nouvelles clauses d'approvisionnement. Puis en troisième étage, on va vouloir mettre de l'avant les initiatives stratégiques qui vont nous aider à faire face à la nouvelle réalité. Alors, est-ce que c'est des outils TI? Est-ce que c'est des projets en capital? Et ce modèle-là, en 3 étages, va nous aider à quantifier en dollars combien de fonds prévoir est nécessaire à l'exécution de mon plan. Si on peut passer à la prochaine diapositive, on voit que le modèle de prévision financière de 3 à 5 ans est un outil super important. Il devrait comprendre les 3 états financiers, le bilan, l'état des résultats, le mouvement de trésorerie prévisionnel que l'on compare mensuellement au réel. Ici, on vient faire, dans le scénario de base, le premier étage, on vient faire varier les hypothèses clés des vecteurs de valeur de l'entreprise. Le nombre de clients, le taux d'utilisation des usines, le taux d'utilisation des gens. Alors, le modèle de base, ou encore le rez-de-chaussée ou le premier étage, comme je l'appelle, va nous permettre de bien comprendre les fonds autogénérés de l'entreprise. Ce modèle-là, puis ces scénarios vont être utilisés pour suivre la rentabilité à long terme de l'entreprise, bonifier, capitaliser sur les vecteurs de valeur, connaître les fonds autogénérés, prévoir les besoins de fonds, identifier de quelles sources vont venir ces fonds-là. Est-ce que c'est de la dette? Est-ce que c'est de l'équité? Et s'assurer du respect des clauses restrictives bancaires. On veut aussi évaluer le retour sur investissement des projets. Alors, si on passe à la prochaine diapositive, on va passer à la deuxième étape de la modélisation qui veut venir bâtir la résilience de l'entreprise, la robustesse de l'entreprise. Donc, on parle de résilience opérationnelle et de résilience financière. Comment on va se positionner face à une nouvelle crise ou encore à la deuxième phase? C'est important, à ce stade-ci, de regarder comment on a traversé
la crise de la première phase de la pandémie. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Alors, au niveau de la résilience opérationnelle, c'est certain qu'on va probablement penser à un réseau de distribution plus large. Peut-être des fournisseurs plus près de nous, en plus de ceux qu'on a déjà. Peut-être moins de just-in-time, un taux d'utilisation des usines ou une capacité moins élevée, une masse salariale réduite, des investissements en automatisation puis des outils de travail à distance. C'est certain que de bâtir la résilience opérationnelle va nous amener à laisser quelques points de profitabilité sur la table. Au niveau financier, pour augmenter la résilience financière, c'est certain qu'on peut travailler sur le bilan. On dit toujours qu'en situation de crise, cash is king. Alors, c'est important de se faire des réserves. Est-ce que mon entreprise peut se permettre d'être plus endettée ou est-ce que je dois considérer un investisseur en capital stratégique ou financier? Les partenaires financiers en ce moment travaillent en solidarité. Donc, tous ont un discours de solidarité et c'est le rôle de l'entrepreneur, du propriétaire de l'entreprise, d'amener tous ces gens-là à travailler ensemble dans le même objectif. À la prochaine diapo, on va vers le troisième étage, qui est la situation actuelle nous incite à faire une remise en question plus fondamentale du modèle d'affaires en prévision de la relance. Alors, du côté droit de la diapositive, on touche le volet client, le volet de l'offre de l'entreprise. Alors que du côté gauche, on touche le volet demande. Et donc, c'est d'arrimer les deux et s'assurer de statuer là, sur chacun des éléments qui sont présentés sur la diapositive. Une fois, si on peut passer à la prochaine diapositive, une fois qu'on a un modèle de 24-36 mois, on revient avec un focus plus court terme. Donc, pour faciliter la prise de décision, on va vouloir monter une prévision des flux de trésorerie 13 semaines, ce qui va nous permettre d'aligner les troupes, de respecter la vision moyen terme et de permettre au management d'être plus tactique et d'être très agile. On veut instaurer à ce stade-ci une culture de gestion serrée des liquidités. C'est plus important que jamais parce que la pandémie va prendre fin, mais que sait-on de la durée et de l'ampleur de la crise économique? On peut penser à nommer un responsable de la trésorerie ou encore former un bureau de gestion de la trésorerie. C'est important que ce bureau-là interagisse avec tous les secteurs de l'entreprise, les ventes, la perception des comptes à recevoir, les achats, l'approvisionnement. Alors, cet exercice-là nous amène à vraiment bien comprendre en détail nos encaissements et nos débours, tout en tenant compte des nouveaux facteurs que la crise apporte. Si on passe à la prochaine diapositive, on va parler de l'approche à prendre avec les partenaires de l'entreprise, les banquiers ou les investisseurs. Essentiellement, il faut communiquer avec ces investisseurs, ces banquiers, dès qu'il y a un changement par rapport à ce qu'on leur avait dit auparavant. Alors, avec en main un modèle de prévision financière, un mouvement de trésorerie prévu de 13 semaines, avec différents scénarios, on est très bien équipé pour transmettre une information claire aux prêteurs et aux investisseurs. Je le répète souvent, les clients de 1, les demandes doivent être précisées. Donc, quand on fait une demande à un investisseur pour que ça soit clair, les besoins et fonds doivent être très bien quantifiés et justifiés. Donc, il est favorable de présenter les scénarios qu'on aura développés plus haut. Il faut aussi proposer d'emblée des modalités de remboursement ou encore indiquer les rendements prévus pour les investisseurs. On peut même aller jusqu'à présenter le calcul des ratios qu'on suggère. Notre équipe est en contact constant avec les banques et les institutions financières, puis en ce moment, ce qu'elles nous disent, c'est qu'ils vont être patients. Donc, un bon dossier avant la crise va rester un bon dossier après la crise. En général, les banquiers sont d'avis que l'économie va reprendre au 4e trimestre. Alors, sont prêts à être créatifs,
à soutenir l'exploitation des facilités de crédit actuellement en place, à travailler les clauses restrictives pour isoler les impacts spécifiques à la COVID-19. Bien sûr, il faut s'assurer d'avoir utilisé toutes les initiatives gouvernementales qui sont offertes. Alors, j'espère vous avoir donné quelques conseils et outils pour naviguer à travers la crise, vous permettre d'avoir mis vos lunettes roses quelques instants pour vous visualiser dans la relance. Et surtout, vous avoir donné quelques outils pour vous positionner pour en sortir plus fort. Alors, je vous laisse avec les 3 phases de la gestion de crise, se mobiliser, stabiliser et se repositionner. En ce moment, on devrait être en train de se repositionner, bâtir la résilience opérationnelle et financière pour passer les soubresauts de la crise, qui veut vraisemblablement dire une deuxième phase de la pandémie, ensuite de ça, naviguer dans la crise économique prévue et finalement, bien se positionner dans une normalité modifiée. Quantifier les besoins de fonds, resserrer la gestion de trésorerie, puis entretenir une communication claire avec ses banquiers et ses investisseurs. Je passe maintenant la parole à Christian, qui va nous parler plus en profondeur des opportunités de M&A dans le contexte actuel. Surtout, si l'une de ces stratégies vient sur la table, n'oubliez pas de venir l'intégrer à votre modèle de prévision financière. Christian, je te passe la parole. Merci Stéphanie. Donc, effectivement, on va parler maintenant de ce que Stéphanie mentionnait comme la phase 3. On va parler quelles sont les opportunités en période de crise, parce qu'il y en a. Je veux dire, il y a beaucoup d'entreprises qui sont bâties en période de crise. Il y a beaucoup de transactions qui émanent de ces périodes-là, puis ça fait partie aussi des cycles de l'économie. Ça amène, entre autres, des périodes de consolidation, entre autres. C'est un peu ce qu'on va discuter dans les prochaines diapositives. Donc, prochaine diapo. C'est quoi la différence dans un contexte de transaction normale versus un contexte de détresse? Parce que ce qu'on va vivre dans les prochains mois, puis ce qu'on vit présentement, c'est plus ce qu'on appelle un contexte de détresse. Donc, c'est sûr que c'est pas le même cycle de transaction, c'est pas la même réalité. C'est quoi les principales différences? Il y a la question de l'accès, dans le sens que dans un contexte de fusion-acquisition normale, je veux dire, il y a un cycle de transaction qui est établi par lequel il va y avoir une entente de confidentialité, l'accès à une salle virtuelle de données, une vérification diligente assez détaillée, des négociations, un échange de documents pour conclure la transaction, la négociation du financement, etc. Dans un contexte de détresse, ce cycle-là se passe donc, l'accès aussi au management va être limité en ce sens que ça doit se dérouler plus rapidement. Même chose au niveau du rythme. Quand on regarde après ça au niveau du risque et du prix, ben, je veux dire, on passe d'un contexte où, je veux dire, c'est plus l'acheteur, l'allocation du risque est plus en faveur de l'acheteur. Donc, autrement dit, ça se fait à des valeurs escomptées. Après ça, quand on regarde la structure, la différence, c'est que dans un contexte de transaction normale, ben, ça va être souvent un achat d'actions avec une structure d'équité puis de dette. Alors que quand on tombe dans un contexte de détresse, on va faire des achats d'actifs sélectionnés ou si ce n'est pas un achat d'actifs sélectionnés, on va acheter l'entité corporative. Ça va être suite à un règlement de dette qui peut passer, entre autres, par une procédure formelle de l'organisation, qu'on pense à un C36 en vertu de la LACC ou de la loi sur la fuite l'insolvabilité de proposition, par exemple, et qui permettent d'aller chercher des actifs ciblés, libres de dette dans le cadre d'une transaction. Après ça, qu'est-ce qui sont les garanties et recours? Bon, on passe d'un contexte où on a des garanties et représentations qui sont assez étendues, à peu près aucune garantie, aucune représentation, sauf celle de la capacité justement de procéder à la transaction. Pour des raisons, entre autres, évidentes. Il n'y aura pas nécessairement de successeur suite à ça. Donc, ça pourrait, entre autres, faire en sorte qu'il n'y a pas personne qui veut s'engager, puis on n'a peut-être pas non plus la capacité financière d'honorer ces garanties-là. Compétition, c'est sûr que compte tenu que ça se passe plus rapidement, il y en a moins. Juridique, ça se fait donc soit dans un contexte normal, quand on regarde une transaction normale, c'est une transaction qui est négociée, qui va se conclure dans une séance de clôture avec les conseillers juridiques et les financiers d'entreprise. Alors que dans un contexte de détresse, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent un processus judiciaire, dans le sens où il va y avoir soit une transaction pré-négociée qui va faire l'approbation du tribunal suite à un dépôt de procédure, ou il va y avoir un dépôt de procédure avec un processus de sollicitation d'offres approuvé par le tribunal ou par les créanciers. Donc, le management, qu'est-ce qui va se passer dans les deux contextes? Dans un contexte normal, il va souvent avoir des mesures de rétention, des earn-out, entre autres, qui peuvent être mises en place.
C'est sûr qu'une entreprise qui est en contexte de crise, le management peut être à remplacer ou améliorer ou peut-être aussi, il y a un certain nombre d'éléments qui risquent d'avoir quitté. C'est deux stratégies différentes, c'est soit croître versus redresser. Donc, c'est un peu ce qui vous décrit, puis on va regarder après ça, c'est quoi la vision de l'acheteur versus le vendeur dans ce contexte-là. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Un acheteur. C'est quoi un acheteur dans ce contexte-là? C'est une compagnie qui a des liquidités, qui a accès à du financement et qui est en position de gagner des parts de marché, donc qui dispose d'un avantage stratégique par des acquisitions. Ça peut être l'achat d'un compétiteur, l'ajout de ligne de produits, l'acquisition de talent. On a beaucoup d'exemples de compagnies qui ont cru par cette stratégie-là. Bombardier vit ses enjeux présentement, mais on sait que Bombardier a souvent acheté des entités, que ce soit sont rentrés dans des secteurs de produits, que ce soit l'aviation ou les trains, par des acquisitions en contexte de détresse. Cascade aussi a beaucoup acheté d'usines qui est en contexte de redressement. C'est deux compagnies très importantes au niveau du Québec. Si on regarde au niveau international, je veux dire, on regarde par exemple la crise financière, qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis à des grosses banques américaines de rentrer dans le domaine de la banque d'affaires. Si on regarde par exemple Bank of America qui a acheté Merrill Lynch ou encore JP Morgan qui a acheté Bear Stearns, ils n'étaient pas présents autant dans le domaine du marché des capitaux, ils sont devenus dominants suite à ces acquisitions-là. Donc, ça peut amener des opportunités de consolidation et de croissance. Le vendeur, lui, à l'inverse, c'est une compagnie qui est fortement affectée par la crise et qui ont des bilans faibles. Ça peut être ce qu'on vit présentement. Il y a des secteurs qui sont très impactés par la crise actuelle. Vous pensez au commerce au détail où on a pratiquement une annonce de mise en protection par jour. Mais ça peut aussi, je veux dire, être strictement une question d'une compagnie qui, par exemple, procédait à beaucoup d'acquisitions, qui a beaucoup de dettes à son bilan, et à ce moment-là, elle n'avait pas nécessairement beaucoup de ce qu'on appelle de cash flow libre, et qui donc fait face à un endettement important dans un contexte où il y a un ralentissement d'affaires. Ça va être plus difficile. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, on va pas une image, c'est un peu comme quand on joue à la chaise musicale, la musique a arrêté au mauvais moment. Donc, ces gens-là sont présentement vulnérables. Donc, ça, je vous dirais que c'est un peu le vendeur aussi, donc c'est un peu les deux types d'entreprises qu'on va voir dans le contexte actuel. Au niveau de la prochaine diapo, s'il vous plaît. C'est quoi les stratégies gagnantes d'acquisition en contexte de détresse? Il y a un certain nombre de réflexes. On va parler, entre autres, là, ça prend de la vitesse, ça prend de l'information, ça prend un avantage tactique, puis ça prend aussi une offre gagnante. La vitesse, c'est important. Donc, pourquoi? Parce que la compagnie est en crise, souvent elle a des enjeux de liquidité, elle a des enjeux de rétention, tout ça doit procéder rapidement. Donc, il faut que le processus d'acquisition soit adapté au contexte. Ça prend une équipe qui est multidisciplinaire, qui est appuyée par des professionnels en restructuration, autant au niveau légal qu'au niveau financier, qui vont être familiers avec les différents outils que vous pouvez utiliser dans ce contexte-là. La vérification diligente va être accélérée et elle va être surtout axée sur les principaux risques et sur les hypothèses. Quand on regarde au niveau de l'information, intelligence de marché pour cerner les opportunités, je veux dire, il y a présentement un certain nombre, il y a beaucoup d'informations qui est disponible dans le public pour voir effectivement quelles sont les entreprises qui pourraient être des cibles dans le contexte actuel. Ça peut être Capital IQ, ça peut être entre autres les compagnies publiques qui doivent faire des divulgations, ça peut être aussi à partir des registres publics sur, par exemple, les différents créanciers qui sont présents dans le bilan d'une compagnie. Donc, il y a différents outils qu'on peut se servir pour être capable d'avoir cette information-là. Donc, on est capable donc de faire une pré-vérification diligente à cet égard. Il y a également, c'est important d'utiliser une expertise d'industrie et idéalement de l'analyse de données pour être capable, encore une fois, d'arriver avec une analyse qui est la plus fine possible avant même de rentrer dans le cœur du sujet. Et forcément, encore une fois, avoir comme je vous dis, avoir de l'expertise en matière de redressement dans l'équipe transactionnelle. L'avantage tactique, il y a un certain nombre d'instruments, puis d'outils, puis de pratiques qui vous permettent de vous positionner en aval d'une transaction. Ça peut être, par exemple, acheter des dettes garanties avant la restructuration. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, un peu moins au Canada, où le marché de la dette est beaucoup plus liquide du côté américain, du côté canadien, mais il y a moyen d'acheter, le jour où vous achetez une dette garantie, vous achetez tous les outils qui viennent avec.
des offres de financement intérimaire, les fameux DIP. C'est quoi un DIP? Parce que le milieu de la restructuration est peuplé d'anglicisme parce que ça vient essentiellement des pratiques américaines, donc c'est debtor in possession, qui permet, dans le fond, on voit souvent ça, une entreprise qui se met sous la protection de la loi va bénéficier d'un financement intérimaire qui est garanti par la Cour et qui prend rang avec avant tous les créanciers existants de l'entreprise par un jugement du tribunal. Il y a aussi toute la question de ce qu'on appelle un accord de vente avec un soumissionnaire. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle un stalking horse. Donc, c'est une offre qui est pré-négociée, qui va servir un peu d'offre étalon, d'offre pour négocier avec ce qui nous permet, dans le fond, d'avoir une stratégie de repli. Il va y avoir, par exemple, un processus de sollicitation d'offres. Il y a déjà une offre qui est acceptée dans laquelle les modalités financières, y compris ce qu'on appelle le break-up fee, si jamais la transaction ne se concrétisait pas. Donc, il va y avoir une stratégie de repli par ce fameux stalking horse-là, ce qui permet, dans le fond, d'être capable de la comparer avec d'autres offres dans le marché et à rigueur, finir avec celle-là. C'est sûr que quelqu'un qui se positionne en aval, il va se servir des instruments de dette, du financement intérimaire, il va peut-être servir aussi d'offres étalons dans le contexte actuel. Quand on regarde, c'est quoi une offre gagnante? Une offre gagnante, dans le fond, il n'y a à peu près pas de conditions de financement. Il faut qu'on soit capable de procéder rapidement. Il faut que la vérification diligente se fasse de façon accélérée. Et, je veux dire, en ce qui concerne donc, c'est ça, d'être accompagné dans le contexte de gens qui vont être capables de vous guider dans un contexte d'insolvabilité au niveau transactionnel. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. C'est quoi les conseils pour les vendeurs? Si vous êtes l'entreprise qui est dans ce contexte-là, quoi faire? Agir rapidement, garder ses options ouvertes dans la mesure du possible, rendre la transaction facile, dans le sens, la transaction facile, avoir une idée des synergies, la création de valeur, c'est que il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites pour qu'une transaction se déroule plus rapidement. Ça va de la préparation de l'information, ça va de l'identification des acheteurs, ça va peut-être aussi là, de se libérer d'un certain nombre d'obligations contractuelles qui pourraient être défavorables. Après ça, donc, se préparer à l'avance puis réduire le temps au marché pour les raisons qu'on a mentionnées, c'est que, en fait, il peut y avoir un enjeu de liquidité. Aussi, c'est que si les négociations peuvent se faire avant une procédure formelle d'insolvabilité, c'est préférable. Souvent, ce qu'on fait dans certains secteurs, j'ai déjà fait une vente d'entreprise dans le domaine, par exemple, des simulateurs de vol, où on a tout fait la négociation, la sollicitation de la négociation préalable avant la mise en protection. La mise en protection a eu lieu le mercredi, la clôture a eu lieu le vendredi. Parce qu'on ne vend pas des simulateurs de 10 millions quand on a une entreprise qui est sous la protection de la loi. Il y a toute une question de garantie, de crainte d'un acheteur potentiel. Donc, il y a moyen de réduire ces temps-là le plus possible. Garder ses employés clés aussi, c'est fondamental. Il y a beaucoup d'entreprises qui reposent sur de l'expertise, du savoir. Il faut être capable de garder ces gens-là à bord. Avoir un bon plan de communication aussi pour tous les intervenants qui sont affectés par ce qui va se passer. Les créanciers, les employés, les clients, donc tous ceux qui sont dans l'écosystème d'entreprise. Et peut-être de faire une approche sur ceux qui sont, en fait, qui pourraient être des acheteurs potentiels dans le contexte. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Dans le fond, on voit ici un certain nombre, on a identifié des secteurs dans lesquels il va y avoir clairement un impact de ce qu'on vit présentement. Le tourisme et le loisir, je pense qu'on n'apprend rien à personne. C'est une entreprise, donc c'est fortement affecté présentement. Puis ça va être affecté à tous égards, là, que ce soit, je veux dire, les agences de voyage, les grossistes, les resorts, donc les tours opérateurs, les compagnies aériennes, tous ces gens-là vont vivre une période qui va être de difficile à très difficile, dépendant combien de temps ça va durer. C'est sûr que présentement, c'est une crise de santé publique, mais tantôt, ça va être une crise importante au niveau de ces secteurs-là. Est-ce que les gens vont voyager? Est-ce qu'ils vont pouvoir voyager? Dans quel contexte? Donc, il y a déjà beaucoup d'offres qui étaient disponibles qui vont devoir forcément s'amoindrir. Au niveau de l'aviation, autant au niveau des opérateurs qu'au niveau, surtout, il y a tout un écosystème à Montréal dans le domaine de l'aviation. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont des fournisseurs dans ce domaine-là. Et ça fait longtemps qu'on dit que ce secteur-là est dû pour la consolidation. Maintenant, je veux dire, ils ont trop de capacité parce que tous les fabricants vont réduire leurs commandes à cause qu'il y aura moins de fabrication d'appareils dans les prochaines années. Donc, il va falloir qu'il y ait une consolidation parce que ces gens-là ont probablement
trop de capacité, ont beaucoup emprunté pour acheter des immobilisations des dernières années. Donc, l'aviation, c'est clairement, ça va arriver. L'immobilier commercial en particulier, parce que ce qu'on voit présentement dans le commerce au détail, c'est qu'il y a dans le fond, la plupart des détaillants vont réduire de façon importante leur présence physique. Les gens qui n'étaient pas en ligne dans les derniers mois sont allés. Donc, tout ça change. Cette crise-là qu'on aurait peut-être vécue dans les 3 prochaines années, elle s'est comme accélérée dans les 3 derniers mois. C'est sûr aussi tout ce qui est, par exemple, médecine à distance, toute la capacité d'être capable de donner des services comme ça à distance, c'est quelque chose qui va dans le fond être impacté favorablement. Au niveau de l'alimentation, je pense que tout ce qui est chaîne d'approvisionnement va être revu de façon importante. C'est sûr aussi qu'au niveau de tout ce qui est restauration, je ne sais pas ce qui va rester suite à ça, mais ça va être assez difficile également. Et le commerce, bien, autant le commerce au détail traditionnel est affecté que le commerce en ligne, lui, vit une croissance super importante. Puis tous ceux qui sont des fournisseurs de services autour de ça, que ce soit la messagerie, les entrepôts, donc il va y avoir de la demande. Fait qu'il va y avoir des gagnants, il va y avoir des perdants. Et même dans un secteur qui peut être impacté, si vous êtes une entreprise qui est forte avec un bon bilan, vous pouvez être aussi celui qui va profiter de cette consolidation-là. Si vous avez, dans le fond, les bons partenaires financiers, vous avez des bons outils financiers, que vous avez fait des bonnes choses aussi, comme Stéphanie l'a expliqué tantôt. Donc, sur cette diapositive-là, je laisse en fait la parole à Julien qui va vous ouvrir son grand sac avec toutes les mesures gouvernementales qui permettent de financer vos projets. Merci. À toi, Julien. Excellent. Merci, Christian. Bonjour à tous. Je suis Julien Lassonde, associé responsable de notre service d'incitatifs gouvernementaux au Canada. Parlons un peu des programmes gouvernementaux. En effet, tout ce qui peut supporter les entreprises dans les mois qui viennent. Donc, l'objectif, c'est de sortir grandi, plus fort de la crise, puis notamment en focalisant ses efforts sur la croissance des ventes localement, puis en augmentant les exportations, sur l'augmentation de la productivité des entreprises par l'automatisation, l'innovation, la numérisation, la formation notamment. Puis au passage, assurons-nous qu'on puisse s'entraider, aider autant qu'on puisse le faire les autres acteurs qui font partie de la chaîne de valeur ici au Québec pour arriver ensemble à une forte relance économique. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Les gouvernements de plusieurs pays ont réagi très rapidement pour annoncer des mesures financières, fiscales, d'urgence qui viennent supporter les entreprises et leurs employés qui sont en difficulté. Et j'ai eu la chance de collaborer en étroite collaboration avec mes collègues qui sont leaders des autres pratiques d'incitatifs dans les autres pays dans le monde. Puis ensemble, on a décidé de centraliser l'information sur tous les programmes spécifiques à la crise COVID-19 dans le monde. On recense des programmes officiels dans 133 pays. Au Canada, particulièrement au Québec, on peut se compter relativement chanceux d'avoir des gouvernements qui ont réagi aussi rapidement à tous les paliers, gouvernementaux, fédéral, provincial, même au municipal, où on voit les grandes villes, Montréal, Québec notamment, qui participent à l'initiative avec leurs propres programmes. Mais juste au provincial puis au fédéral, on liste plus de 280 programmes spécifiques qui ont été élaborés pour la gestion de la crise. Tout ça a été mis en place en à peine plus de 2 mois, c'est du jamais vu. Puis ici, je parle seulement des programmes qui ont été mis en place pour la COVID-19. Bien évidemment, il ne faut pas oublier les programmes de subvention puis autres types d'initiatives qui ont été élaborés depuis plusieurs années, puis qui peuvent être tout autant utiles pour les entreprises dans la gestion de la crise. On s'est doté, en fait, à l'interne d'une base de données qui se connecte au site du gouvernement pour recenser les programmes. On en liste plus de 5000 actifs au Canada actuellement. C'est quand même pas négligeable et certainement à considérer dans la situation. Prochaine diapo. Merci. Maintenant, comment naviguer dans cette mer, dans cet océan d'incitatifs? Dans le fond, on constate que ça se regroupe par famille de programmes qui ont chacune leur vocation, qui présentent leurs caractéristiques communes, qui se gèrent différemment dans le temps. On peut d'ailleurs les regrouper en 8 grandes catégories qu'on voit ici. Les pré-relais, les mesures liées à l'emploi, à la formation, les aides à l'innovation et à la productivité, les programmes qui visent l'investissement, les projets d'infrastructure, les mesures liées à l'impôt puis au report de paiement, les programmes pour l'immobilier, support aux exportations et attraction de talents,
Puis la toute nouvelle catégorie, depuis le budget de mars dernier, la propriété intellectuelle. Ça va être très intéressant. On va passer ces catégories en revue en accordant une attention particulière aux programmes spécifiques qui vont avoir un impact direct aujourd'hui. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, en premier lieu, les mesures d'urgence. Les prêts relais gouvernementaux et les mesures liées à l'impôt report de paiement variés, qui sont des aides qui dégagent des liquidités à court terme, notamment avec des prêts. C'est certainement un des volets les plus conséquents, avec des montants d'aide très importants qui ont été accordés par les gouvernements Québec, Canada, avec des outils qui sont du type bridge, impôts reportés, des moratoires sur les paiements en capital, intérêts, des garanties de prêts avec des banques privées et des banques gouvernementales, évidemment BDC, IQ, EDC, très impliqués. On retrouve également ici toutes les aides liées au report de paiements variés, puis délais accordés en lien avec l'impôt des sociétés. Ces deux catégories de mesures-là ont permis de donner une bouffée d'oxygène aux entreprises pour être en mesure de continuer nos opérations. Ensuite, les mesures liées à l'emploi et à la formation, qui permettent de stabiliser la situation de crise chez les entreprises. On a ici principalement la subvention d'urgence du Canada, la subvention de 75 %, qui est certainement le plus important des programmes mis en place par le Canada pour la gestion de la crise et qui est toujours en pleine utilisation. C'est un support sans précédent pour arriver à stabiliser la situation des entreprises pendant le confinement. Également, le programme de travail partagé et plusieurs autres sont utilisés en tant qu'alternative un peu moins fréquemment. Pour ce qui est de la formation, le PACME, donc au provincial, qui est le programme Action concertée pour le maintien d'emploi au Québec, qui supporte la formation et la reconversion des travailleurs pour les entreprises. L'enveloppe de 150 millions a été épuisée la semaine dernière, malheureusement, mais plusieurs autres programmes existent qui peuvent aussi supporter la formation dans des paramètres différents, dont un bon nombre chez Emploi Québec, puis d'autres organismes un peu plus spécialisés. Ces deux catégories de mesures, les grandes classes, là, ont été utilisées à profusion dans les dernières semaines pour stabiliser les entreprises affectées. C'est toujours d'une importance considérable. En fait, je reviens rapidement sur la subvention d'urgence de 75 % parce que c'est évidemment un des principaux sujets de l'heure. Si vous pensez ne pas y être admissible, sachez qu'il y a plusieurs façons d'effectuer le calcul pour qualifier. Soyez bien certains d'avoir analysé le plus possible en profondeur la question avant de rejeter cette subvention parce que cette mesure-là est pas mal moins évidente qu'on le pense. On a vu vraiment beaucoup de cas où les agents pensaient être exclus, puis en comprenant bien les subtilités de la mesure, on réalisait qu'ils étaient finalement éligibles. Donc, voici pour cette catégorie. On peut passer à la suivante. Merci. Maintenant, pour aider les entreprises dans la gestion du retour au travail, puis dans la relance des activités et investissements, il y a plusieurs programmes qui peuvent aider. Les programmes d'aide à l'innovation. Donc, on croit qu'un des facteurs importants pour la reprise économique, ça va être l'amélioration de la productivité des entreprises en passant par la capacité d'automatisation et d'innovation. Donc, les incitatifs en support à l'innovation du fédéral, du Québec, prennent tout leur sens. Dans cette catégorie, ça vise surtout le soutien ciblé aux innovations, donc plusieurs types d'innovations comme l'automatisation, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, ça peut être assez précis dans certains cas. Il y a une panoplie de mesures et dont certains se sont dotés d'ailleurs d'un volet spécifique COVID-19, des streams accélérés. On inclut ici le plan canadien de mobilisation du secteur industriel pour lutter contre la COVID-19, qui est un plan qui regroupe, entre autres, les super grattes canadiennes, dont Scale AI, qui vise les projets d'intelligence artificielle pour la chaîne d'approvisionnement, soit en adoption, développement ou commercialisation. C'est particulièrement important parce qu'on cherche ici à accélérer, raccourcir la chaîne de production, d'approvisionnement pour être plus résilient à une prochaine crise, par exemple. Deuxième, Next Gen Manufacturing, qui focalise sur l'innovation et les technologies avancées pour les entreprises manufacturières. Et troisième, Digital Technology Supercluster, qui vise à promouvoir les transformations numériques, par exemple avec l'analytique prédictive pour les procédés manufacturiers. Il y a les deux autres, océans et protéines, qui peuvent être également dans certains secteurs applicables, mais les trois premiers sont quand même notables. On peut également mentionner, évidemment, des très importants programmes au niveau du provincial avec Prompt,
plusieurs programmes qui couvrent l'innovation, la cybersécurité, l'intelligence artificielle. InvestAI pour les domaines de l'intelligence artificielle puis infrastructure de données, notamment pour les entreprises manufacturières. Donc, on adore travailler avec toutes ces organisations-là qui gèrent leurs programmes d'une manière très efficace, particulièrement dans le contexte de la gestion de la COVID, mais pas uniquement. En règle générale, ce sont de très efficaces organismes. Petit point à noter, dans ces contextes-là, les projets sont souvent favorisés lorsqu'on trouve un des éléments suivants. Une forme de collaboration entre plusieurs acteurs de l'industrie, des entreprises entre elles, des groupes de recherche ou avec des universités ou des centres collégiaux, par exemple. Je disais qu'un peu d'entraide peut juste aider dans la situation actuelle, c'est vrai. Ça aide aussi à obtenir des subventions. Les projets qui visent les infrastructures plus résilientes, l'adaptation à la crise, on vient favoriser l'autosuffisance canadienne, par exemple, qui est favorisée. Puis en troisième, les projets qui vont permettre de donner un coup de pouce à la relance économique. Tout ça vous donner des points supplémentaires. Ces programmes-là, il faut le noter, sont aussi en quelque sorte des concours de beauté. Donc, soyez certains de bien valoriser tous les aspects de votre projet, même au niveau des critères secondaires du ou des programmes différents auxquels vous appliquez. Ces programmes-là sont des exemples auxquels vous pourriez appliquer pour des projets comme, par exemple, automatisation, investissement dans de l'équipement plus moderne, jumelé avec un peu de numérisation. Si vous investissez dans ce type d'équipement-là ou de technologie, ben, posez-vous la question, pourquoi ne pas les pousser un peu plus loin pour venir qualifier à certains de ces programmes-là, puis réduire votre coût d'investissement. Vous allez aller plus loin dans votre projet, ça va vous coûter moins cher. C'est probablement à réfléchir. Autre point à noter, il existe plusieurs crédits d'impôt pour la R&D qui sont bonifiés. On connaît les crédits d'impôt RSDE, mais dans certains cas, on peut avoir une bonification, par exemple, avec l'assiette des dépenses qui va être augmentée au provincial si vous faites, par exemple, de la collaboration entre entreprises pour des activités de recherche et développement. On parle ici crédit d'impôt pour la recherche précompétitive, pour la recherche universitaire, le crédit d'adaptation technologique. Par exemple, si vous travaillez à faire de la R&D en collaboration avec une ou plusieurs entreprises, vous pouvez réclamer un montant de remplacement pour les frais généraux provinciaux en addition au crédit d'impôt que vous auriez droit normalement en appliquant juste à la RSDE standard, le crédit d'impôt qu'on connaît bien. Donc, voilà pour la catégorie. On peut passer à la slide suivante. Merci. Le crédit d'impôt à la recherche scientifique et au développement expérimental, puis le crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques sont deux crédits qui sont bien en place pour supporter, un, la recherche et développement, deux, le développement logiciel pour améliorer le processus d'affaires des entreprises. C'est des programmes qui sont connus, qui continueront certainement à être d'une très, très grande utilité pour supporter la reprise. Mais je ne m'y attarderai pas ici. Il ne faut juste pas les négliger. Je voulais quand même les mentionner. Par contre, peut-être un peu moins connu, mais qui est quand même un bon historique, qui fait également partie du programme de relance fédérale avec des streams accélérés. Le PARI, programme d'aide à la recherche industrielle, qui a des critères similaires à ceux de la RCDE, subvention qui peut aller jusqu'à 80% des salaires, 50% des sous-contractants. Donc, un programme aussi bien performant en ce moment qui permet de couvrir les dépenses de R&D plus en amont qu'un crédit d'impôt, par exemple. Donc, plusieurs avantages ici. Ensuite, le C3I, le crédit d'impôt à l'investissement et à l'innovation, un de mes favoris, qui est un nouveau programme très pertinent, qui est en fait une refonte majeure d'une des anciennes mesures, le C2I, pour maintenant prendre en compte non seulement les investissements dans les équipements de fabrication et transformation, mais également le matériel informatique, les ordinateurs, les logiciels d'exploitation et progiciels de gestion, ERP par exemple. Plus exactement, l'objectif du programme, c'est de favoriser les acquisitions de nouvelles technologies qui permettent la numérisation des processus de production, la modernisation des équipements de fabrication manufacturiers, robotisation, automatisation, puis dans une optique d'encourager les efforts de toute entreprise dans toutes les régions du Québec. Donc, c'est un crédit d'impôt dont le taux varie entre 10 et 20 selon la région, un investissement considérable. Forme de crédit d'impôt, donc plus prédictible qu'une subvention. Ce n'est pas un concours de beauté en quelque sorte. Jusqu'à 100 millions de dépenses admissibles, puis le crédit est remboursable ou partiellement remboursable jusqu'à ce que la société ait 100 millions d'actifs.
Puis pour ajouter à votre grand bonheur, le nouveau crédit d'impôt s'additionne aux gestes qui ont déjà été posés à l'automne 2018 par le gouvernement du Québec. L'augmentation à 100% du taux d'amortissement, l'introduction d'une déduction additionnelle de 30% pour le matériel informatique, le matériel de fabrication, de transformation, l'équipement de production d'énergie, la mise en place de l'amortissement bonifié pour tous les autres investissements. Donc, tout ça s'additionne pour ces acquisitions d'équipements et de logiciels. C'est nouveau, ça peut sembler un peu technique, un peu complexe comme mesure fiscale dans son implémentation, mais réalisez bien l'ampleur de la mesure. Le gouvernement mentionne 525 millions de dépenses prévues pour cette mesure-là dans les 5 prochains exercices financiers. C'est majeur, ça peut vraiment vous donner un bon coup de pouce dans tous les secteurs industriels. La prochaine slide. Autre catégorie importante aujourd'hui. En contexte de gestion de la reprise, les aides pour l'accélération des investissements et pour l'infrastructure. On retrouve ici des programmes de support, par exemple, pour l'augmentation de la capacité de production des grands projets d'innovation, d'intégration technologique ou de transformation d'entreprise. Donc, on vise ici des projets majeurs qui n'arrivent normalement pas toutes les années. Il y a plusieurs programmes, mais il y en a, sont quand même moins nombreux dans cette catégorie-là que dans la catégorie précédente, dont les plus connus, probablement le Fonds stratégique pour l'innovation du fédéral, qui fait aussi partie de son grand plan d'intervention. Programme majeur pour des contributions minimum de 10 millions. Donc, la contribution minimale du gouvernement est de 10 millions. C'est des projets quand même très considérables. Au fédéral, au provincial, le programme SR, où on pourrait inclure ces projets, ces programmes apparentés comme le Pacte puis le manufacturier innovant, qui sont également des outils très importants, entre autres dans le manufacturier, mais aussi dans les secteurs de force. Sans oublier congé fiscal pour les grands projets d'investissement, 15% uniquement pour les projets de 100 millions et plus ou 50 millions et plus en dehors des grands centres, donc en région. Ici, on a des programmes qui fonctionnent par analyse de l'impact, de la solidité, de la rigueur du business case, du plan d'affaires que vous allez présenter, qui doivent être bien structurés. On va regarder l'étude des retombées, la solidité des études financières, études de marché. Ces montants-là sont accordés de manière très importante. On peut penser que le processus est plus long. Ce n'est pas nécessairement vrai. Dans certains cas, ces programmes-là savent que ce sont des programmes interventionnistes qui peuvent avoir un réel impact sur le déclenchement des projets. Donc, dans certains cas, l'atteinte des délais de détention peut être très, très rapide, surtout au provincial. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, mesures pour l'immobilier. Plusieurs programmes ont été instaurés dans le contexte de la COVID-19, des reports de loyer, des programmes de garantie de loyer, des reports d'impôts fonciers, puis des dispositions relatives à l'expulsion pour les propriétaires. Donc, il y a un des programmes importants à noter peut-être dans le secteur qui serait l'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial. Les locataires des petites entreprises qui paient moins de 50 000 $ par mois, qui ont cessé leurs activités, qui ont subi une baisse de 70% de leurs revenus, sont admissibles à un prêt subvention aux propriétaires commerciaux pour couvrir 50% des 3 loyers mensuels payables par le locataire. Donc, le prêt, c'est une remise aux propriétaires s'ils acceptent de réduire le loyer d'au moins 75%. Il y a plusieurs autres programmes qui ont été mis en place, mais ce n'est pas le sujet principal qu'on cherche à couvrir aujourd'hui. Donc, je vais passer peut-être aux mesures à l'exportation. Canexport et PEX, donc des programmes qui viennent aider à introduire, promouvoir dans des nouveaux marchés d'exploitation pour l'exportation. Donc, Canexport, qui est une subvention qui finance 75% des projets, pouvant aller jusqu'à 100 000 $ de dépenses admissibles, qui peuvent inclure des dépenses de voyage d'affaires, évidemment une dépense qui est suspendue aujourd'hui, vous ne vous demandez pas pourquoi. Par contre, les dépenses de marketing virtuel, adaptation du matériel de promotion pour de nouveaux marchés, pour la virtualisation, participation à des événements comme des foires d'affaires virtuelles sont maintenant admissibles au programme. Même chose, le programme Exportation, qui est du MEI, le PEX pour les intimes, c'est un programme provincial similaire à Canexport pour se préparer à exporter, consolider, diversifier des marchés hors Québec.
Les débats sont admissibles, sont donc semblables, mais plus larges, avec notamment les stratégies, plateformes de ligne, les renforcements de marché existants qui ne sont pas couverts par le Connect Export et qui peuvent être couverts ici. Donc, programme très intéressant. Ensuite, congé fiscal pour chercheurs et experts étrangers. Quand même à noter, c'est un congé d'impôt personnel pour les spécialistes en recherche et développement, les experts en gestion de la recherche et développement, en financement, en commercialisation de la stratégie. Ce sont donc des congés d'impôt provinciaux dégressifs pendant 5 ans. Donc, de congés d'impôt de 100% les 2 premières années, 75%, 50 et 25 les 3 années qui suivent, donc dégressifs. Puis, en gros, si vous cherchez à faire venir des spécialistes de l'étranger dans ces catégories-là, c'est comme si le gouvernement finançait un important signing bonus, là, donc un montant pour compenser le salaire qui pourrait être plus élevé offert par une autre entreprise ailleurs à l'étranger, par exemple. Puis en même temps, c'est un retention bonus pour assurer qu'il reste avec vous pour plusieurs années, puisque pour en profiter, il faut rester jusqu'au bout des 5 années pour en profiter pleinement. Donc, ça marche particulièrement bien pour les programmeurs, les gestionnaires, ingénieurs, marketing, fonction finance. Les candidats peuvent venir de n'importe où de l'extérieur du Canada pour venir au Québec. Et ça fonctionne entre filiales, maison mère et filiales, et si c'est une embauche à l'externe directement. Juste une grande nouveauté quand même à noter dans le dernier budget de mars dernier, le processus de décision préalable qui a été instauré pour garantir l'admissibilité du contrat, donc lorsqu'un contrat de travail proposé à un programmeur, un chercheur, donc le super candidat en question saura qu'il a droit à son congé fiscal avant d'accepter et de signer votre offre. Donc, c'est vraiment un incitatif fort pour aller chercher des talents hors pair. Et probablement, celui qui a, selon moi, le plus d'impact, la DICI, la déduction incitative pour commercialisation des innovations. Une autre nouvelle mesure majeure ici, qui est en fait une nouvelle catégorie de mesures incitatives qui n'existait pas vraiment ici. Après une première tentative que je qualifierais de très timide dans les dernières années avec la DSI, la déduction pour sociétés innovantes, le gouvernement du Québec vient d'implanter dans le budget qui vient de sortir au mois de mars le premier vrai incitatif à la détention de la propriété intellectuelle au Québec et, à ma connaissance, au Canada. C'est le premier vrai IP Box qu'on a. Ici, on obtient une forte réduction de l'impôt corporatif lié à des revenus qui sont tirés de propriété intellectuelle détenue au Québec. Donc, on parle ici de propriété intellectuelle de type brevet, oui, mais ça va bien plus large que ça, notamment tout le domaine du logiciel qui se retrouve protégé par le droit d'auteur. La réduction est majeure de 11,5 à 2. Donc, une réduction de l'impôt provincial de 83 %. Ça rend le programme, selon moi, très compétitif par rapport aux autres juridictions étrangères qui sont très, très actives dans le domaine, notamment aux États-Unis, puis en Europe, Irlande, Pays-Bas et plein d'autres. Donc, pour vous dire l'importance de cette mesure-là, ici au Canada, chez PwC, comme dans bien d'autres bureaux, on a une équipe qui prépare des crédits d'impôt RCDE, CDAE et tous les autres crédits d'impôt. Puis on a une équipe qui prépare des demandes de subventions de tout type. Mais dans plusieurs autres pays, ils ont un troisième département qui ne fait que présenter des demandes de déduction pour la propriété intellectuelle, des IP Box, qui ne font que ça de leur vie. Ils en font des machines à saucisses tellement il y a de demandes des clients. Donc, pour moi, le fait qu'on introduise une mesure comme ça, puis qui semble vraiment conséquente, c'est un game changer pour les entreprises que le gouvernement du Québec vient d'instaurer il y a 2 mois. Est-ce que ça serait d'ailleurs pas un bon moment, avec ces changements dans le marché, puis surtout avec ce programme-là en support, pour en profiter pour que le Québec devienne encore plus une économie de propriétaires, une économie qui est détentrice des produits qu'elle crée, puis d'en tirer localement les bénéfices? C'est ma petite réflexion ici. Donc voilà, ça fait le tour. Ça, c'était quelques exemples qu'on vient lister ici qui me semblaient très pertinents de discuter avec vous dans la conjoncture actuelle. Mais ce ne sont que des exemples. Comme je disais plus tôt, on liste plus de 5000 programmes disponibles au Canada dans notre base de données. Puis, il me semble qu'avec l'effort colossal que le gouvernement du Canada et du Québec ont fait pour mettre en place tous ces programmes d'aide, bien, ça me semble
être un devoir pour chaque entreprise de bien les comprendre, de bien les utiliser pour se donner toutes les chances possibles pour assurer leur viabilité financière, pour maximiser les forces de la reprise pour eux, pour leur vente, puis pour assurer une bonne reprise de l'économie du Québec en général. Prochaine diapo, en conclusion, j'espère que le webinaire d'aujourd'hui a su bien vous outiller pour la suite. C'est un réel plaisir pour mes collègues Stéphanie, Christian et moi de vous présenter ce webinaire-là aujourd'hui. On espère que les sujets abordés ont répondu à vos enjeux, qui ont certainement évolué au cours des dernières semaines et qui vont continuer à le faire. Si vous souhaitez approfondir certains des sujets qu'on a présentés en rafale avec vous dans la dernière heure, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Ça va faire plaisir. Un grand merci à tous. Je passe maintenant la parole à Randy pour la période des questions. Oui, ben ça va être une petite période de questions, mais je vais aller quand même d'abord, je t'égare Julien pour une question. Est-ce que les crédits d'impôt, ça vient de Véronique la question, est-ce que les crédits innovation et investissement est disponible pour mes acquisitions de logiciels et d'ordinateurs, même si je suis une entreprise en informatique, pas du tout manufacturière? Ah oui. En fait, ouais, ça fonctionnerait. En fait, c'est vrai que l'ancienne mesure, le C2I, n'était pas disponible ou elle n'était disponible que pour des entreprises de fabrication-transformation dans le secteur manufacturier. Mais la nouvelle mesure, le C3I, c'est une mesure qui est disponible pour tous les secteurs industriels. Donc, quel que soit le type d'entreprise, vous achetez des logiciels de gestion, des ERP, CRM, des logiciels de gestion d'entreprise en règle générale. Des ordinateurs, des tablettes, des logiciels d'exploitation comme Windows, ça vient qualifié. C'est un peu complexe à appliquer comme calcul parce qu'il y a un seuil d'exclusion, mais c'est vraiment une aide d'importance majeure qui est disponible sur des types de dépenses qui n'étaient pas éligibles à quoi que ce soit d'autre auparavant. Oui, OK, bien ça c'est une bonne nouvelle. Peut-être, je pense que je tente une autre question rapide. Je pense que tu en as parlé un tout petit peu, là, tu viens de l'adresser très, très rapidement, mais est-ce que c'est possible de combiner, on reçoit souvent cette question, si c'est possible de combiner plusieurs programmes pour un même projet, ou est-ce que c'est juste un programme à la fois? En fait, non, c'est pas juste un programme à la fois, ça peut se combiner. Il faut comprendre comment. Donc, il y a plusieurs paliers pour les combiner. Donc, provincial, fédéral, on crée des impôts provincial, on crée des impôts fédéral, puis une subvention. Ça peut se combiner. Il y a un effet combinatoire, donc un peut être réducteur de l'autre, mais la somme va quand même être très positive. Donc, c'est 1 plus 1 plus 1 pas égal 3, égal peut-être 2,2 ou quelque chose comme ça, mais il y a un vrai effet bénéfique à faire de la combinaison. Puis, on peut additionner à ces trois-là, donc subvention, crédit fédéral, crédit provincial, par exemple, les congés fiscaux personnels dont je parlais tout à l'heure, qui n'impactent aucunement parce que ce sont des congés d'impôt personnels. On peut également additionner la déduction, la DICI, la déduction pour commercialisation et innovation, puisque c'est une réduction de l'impôt corporatif et pas un crédit. Ça n'a aucun impact. Donc ça s'additionne 1 plus 1 égale 2. Puis, si vous les gérez correctement, vous pouvez vous amuser à couvrir les CAPEX avec certaines mesures, les dépenses en capital, puis le salaire et les sous-traitants avec une autre mesure. Vous venez vraiment maximiser votre bénéfice. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme ça de manière très amusante. OK, parfait. Merci beaucoup pour la réponse. D'ailleurs, il reste quelques questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre, mais nous irons, comme on disait tout à l'heure, on va transmettre les questions à PwC. Puis ils vont faire de leur mieux pour vous répondre par écrit par la suite. J'aimerais remercier encore une fois nos trois conférenciers, Christian, Julien et Stéphanie, nos participants aujourd'hui, ainsi qu'Hydro-Québec, présentateur de cet événement. Nous avons prévu un court sondage quand vous vous déconnecterez. Je vous invite à prendre 2 minutes requises pour y répondre. Les résultats nous seront très utiles pour nous permettre d'améliorer la qualité de nos événements. Et je vous assure, on lit vos commentaires, on lit les résultats et ensuite on met en pratique vos recommandations. Si vous vous êtes connecté en retard ou que vous souhaitez partager ce webinaire avec vos collègues, sachez qu'il est disponible en discussion sur le site de la Chambre et sur notre chaîne YouTube. Nous vous ferons parvenir les liens par la suite. N'oubliez pas aussi que sur le site de la Chambre, je vais passer une ou deux questions par rapport les programmes. Il y a aussi des boîtes à outils. Donc, sur la page principale de la Chambre, en bas, quand vous scrollez, il y a une boîte à outils, puis vous avez aussi beaucoup d'informations là-dessus. Évidemment, nos collègues de PwC qui demeurent à votre disposition par la suite. Vous pouvez également poser vos questions en doutant notre escouade d'experts de la Chambre en visitant la rubrique dédiée à ça sur le site de la Chambre au ccmm.ca.
Et sur ça, j'espère que nous vous retrouverons pour nos prochains webinaires. Profitez de la belle journée ensoleillée et à la prochaine. Merci.